Bien, rebonjour à tout le monde. Et puis, nous allons donc attaquer cette deuxième partie concernant les ruptures capsulaires postérieures. Nous avons vu dans la première partie avec Thierry Zalag et Dominique la prévention et la reconnaissance des signes. Et puis maintenant, voilà, nous sommes devant cette rupture et nous allons voir ce que l'on pourra faire et ce que l'on pourra implanter avec Stanislas, puis avec Pascal. Donc Stanislas, tu es devant ta capsule qui est rompue. Que fais-tu ? Qu'est-ce que je fais Merci, bonjour à tous. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ah, c'est moi qui la passe, pardon. Donc, les ruptures, rapidement, elles sont rares, mais une mauvaise gestion peut aboutir à des catastrophes. Donc, il est quand même primordial d'avoir réfléchi avant à comment gérer quand on est devant sa capsule rompue. Que fait-on en pratique ? Très léger préambule. Il faut s'être assuré d'avoir un bloc équipé. Les bons implants, une anse, des implants artisans, etc., etc. Deuxième chose que je vois fréquemment avec les internes, ils ne connaissent pas leur vitréotome. Il faut connaître son vitréotome, les réglages d'infusion, de débit, de vacuum, les différentes positions, coupe IA ou IA coupe. C'est fondamental, il faut connaître son vitréotome avant de faire une chirurgie de cataracte. Alors, en pratique, vous êtes devant votre rupture, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, la reconnaître. Le professeur Monet en a déjà parlé, je n'en reparle pas du tout. Il faut généralement arrêter tout de suite l'infusion. Donc vous levez le pied et contrairement à ce qu'on pourrait penser instinctivement, on a tendance à sortir le phaco tout de suite parce qu'en fait, c'est un réflexe. Il vaut mieux ne pas le sortir tout de suite et injecter du viscoélastique dispersif au niveau de la rupture, puis retirer la sonde. Pourquoi ? Ça évite que la chambre antérieure s'efface et que le vitré soit attiré par ce mouvement qui fait que la chambre antérieure s'efface. Et généralement, vous prenez un temps de réflexion, vous respirez, vous dites « Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Avant de faire des bêtises, il faut réfléchir. Si vous avez une chute de matériel dans la cavité vitréenne, ce n'est pas si grave en fait. Vous laissez tomber, vous n'allez pas le chercher, vous fermez l'incision, vous nettoyez et vous adressez un rétinologue compétent très rapidement. En pratique péropératoire, donc on considère qu'il n'y a pas eu de chute, vous avez une rupture précoce. Il reste encore plus de la moitié d'un noyau assez dur, ou alors une rupture tardive, c'est-à-dire il reste pratiquement plus de noyau. Alors, rupture précoce, vous avez deux possibilités. Soit vous agrandissez, vous faites une sorte d'extra capsulaire avec une anse et vous extrayez les morceaux de noyaux résiduels. C'est une solution qui est assez sûre, mais malheureusement, vous faites un agrandissement important et vous allez créer un astigmatisme. Ou alors, vous essayez de continuer la phaco. On va voir des vidéos. C'est plus difficile, c'est un peu plus difficile et c'est plus risqué. Alors, on va voir une rupture précoce. La vidéo, je ne sais pas si c'est vous qui la lancez, parce que si j'appuie là, vous pouvez la lancer, la vidéo. Vous allez voir une chambre antérieure qui va, voilà, lancez-la, une chambre antérieure qui va s'approfondir. Alors normalement, on voit mieux que ça, hein, mais bon, elle est assez sombre. Donc vous allez voir une chambre antérieure qui s'approfondit et avec une rupture capsulaire. Vous voyez que je ne sors pas mon phaco de la main droite et je vais tamponner avec du viscoélastique dispersif au niveau de la rupture capsulaire postérieure. Je vous dis, normalement, la vidéo est beaucoup plus belle que ça. Là, j'avoue qu'on ne voit pas grand-chose. Et hop, à nouveau, encore un approfondissement de chambre antérieure. Donc là, il y a quand même 3/4 du noyau. Donc je décide de faire une extraction du noyau. En fait, c'était une cataracte post-IVT. Et donc, il y avait une rupture capsulaire postérieure due à l'intravitréenne. Je garde mon viscoélastique pour que la chambre antérieure ne se vide pas et ne fasse pas un appel de vitré. Je transforme l'anesthésie topique en anesthésie sauténonienne et je fais un agrandissement. Donc c'est ce que je vous disais. Donc c'est assez moche. Vous faites un agrandissement. Il ne faut pas hésiter à agrandir assez largement pour pouvoir faire passer le noyau. Et avec l'anse, vous videz le cristallin, vous videz les morceaux de noyau et vous les extrayez. Et au moins, ça ne tombera pas au fond. Et puis après, vous faites une vitrectomie de nettoyage. Mais principalement, donc, vous enlevez les morceaux de noyau avec une anse, en ayant protégé la partie postérieure de la cornée, de la face postérieure de la cornée. C'est fondamental, sinon vous allez abîmer les cellules endothéliales. Là, vous passez en vitrectomie à une voie. L'infusion, on voit, elle n'est pas dans l'œil. Et donc, je fais une vitrectomie à une seule voie pour éviter de précipiter les masses restantes. Et là, je passe en vitrectomie à deux voies. Il y a
pratiquement plus de masse, donc c'est un nettoyage. Alors, je suis désolé, on ne voit pas bien, mais d'habitude, on voit beaucoup mieux. Je suis en coupe IA à un moment donné, et à un moment donné, je suis en IA coupe. C'est-à-dire que quand il n'y a plus qu'une masse, vous aspirez la masse et vous la coupez. Quand c'est du vitré, vous voulez couper d'abord et aspirer le vitré après. Donc il faut bien manier ces deux modes. L'implantation, je n'en parlerai pas, je vous la mets là en direct, mais Pascal Rozan parlera largement après, donc je n'en parle pas. Vous nettoyez le visqueux, c'est propre, vous avez un implant donc, situé derrière l'iris, là c'est un artisan, vous refermez, vous mettez 3-4 points, vous avez un astigmatisme, et vous assurez qu'il n'y ait plus de vitré en fin d'intervention, c'est fondamental, pas de mèche de vitré dans la cicatrice, sinon risque de décollement de rétine, risque d'œdème maculaire et risque d'infection. Alors, la diapositive suivante, non. Voilà. Alors, une alternative à l'extraction à l'anse. Si vous voulez ne pas extraire à l'anse, vous pouvez continuer la phaco. C'est parfois assez facile, mais des fois, souvent difficile et dangereux, parce que vous risquez de faire chuter en fait le morceau de noyau dans le vitré. Généralement, vous faites des tractions sur le vitré. Vous pouvez créer aussi des lésions endothéliales, des lésions iriennes, et ça crée souvent une hypotonie. Donc, c'est plus difficile que ce qu'on veut bien dire. Pareil, vous pouvez lancer la vidéo. Là on voit donc une rupture capsulaire. J'ai aidé un interne, rupture capsulaire, il reste la moitié du noyau. C'est un noyau pas très dur. Je continue la phaco, donc je baisse l'infusion. Vous pouvez l'arrêter complètement, mais généralement, c'est pas facile. Si vous l'arrêtez complètement, vous allez avoir une hypotonie. Et donc, je continue la phaco, ça se passe bien. Des fois, ça se passe assez bien, et des fois en fait le morceau a tendance à aller se précipiter vers le fond. Donc là je fais une incision pour essayer donc vitrectomie. Donc je vous ai passé l'étape vitrectomie à une voie. Là je suis en deux voies. Je suis en IA coupe, j'aspire les masses, j'ai nettoyé le vitré, j'aspire les masses et après je mets un implant. Donc ça je vérifie toujours pareil en fin d'intervention qu'il n'y ait pas de vitré. Là, c'est en direct, j'ai aidé un interne, il me fait une rupture capsulaire postérieure, donc viscoélastique, pour tamponner, et vous finissez la phaco. Vous allez voir qu'à un moment donné, j'ai baissé l'infusion fortement, mais n'empêche que ça ne suffit pas. Vous allez voir un approfondissement de la chambre antérieure, là ça s'approfondit, et si vous continuez, vous risquez de faire plonger ce morceau de noyau. Donc là, je sors rapidement, et je reprends avec une infusion quasiment à zéro, et avec du viscoélastique dans ma main gauche, pour tamponner et pour enlever le dernier morceau. Et je compense donc l'aspiration par le viscoélastique, mais vous arrivez souvent à un œil un peu mou quand même. Donc là, après, vous passez en vitrectomie à sec, comme on dit, donc à une voie, puis à deux voies, donc toujours pareil. Et progressivement, donc vous êtes en IA coupe pour les dernières masses. Au début, vous avez plus de vitré que de masse, donc vous êtes en coupe IA. Et pareil, une implantation. Vous vous assurez qu'il n'y ait pas de... Vous mettez une bulle d'air, vous assurez qu'il n'y ait pas de vitré dans la cicatrice, que la pupille est bien ronde. Et bien sûr, vous mettez un antibiotique. Je n'en ai pas parlé, mais on met un antibiotique systématique, rupture capsulaire ou pas, ça ne change rien. Alors... Non. Ah oui, alors, allez-y. Alors, en cas de rupture tardive, généralement, on arrive à finir la phacoémulsification du dernier quartier. Il reste un quartier ou pas de quartier du tout. Généralement, ça ne vaut pas le coup d'ouvrir grand. Vous pouvez finir la phaco, puis après, vous gérez les masses restantes et le vitré. On en a parlé. Là, donc, on est en fin de phaco. Il reste un tout petit bout de morceau de noyau que vous voyez. Et en fait, il y a une rupture capsulaire. Je suis désolé, les vidéos normalement sont beaucoup plus claires. Là, elles sont un peu sombres. On devine la rupture capsulaire. Et donc, là, je tamponne. Je tamponne le vitré pour ne pas avoir d'issue de vitré. Je suis une rupture capsulaire et je peux finir ma phaco. Donc, j'ai diminué la pression, la hauteur de perfusion. Et je peux finir tranquillement ma phaco. Il faut y aller doucement, bien sûr. Et ça me permet d'enlever ce dernier morceau de noyau. Voilà, vous tamponnez pour toujours éviter l'issue de vitré. Si vous avez un peu de vitré, vous faites une vitrectomie. Un autre cas, une rupture là en direct, ça c'est moi. Là, j'ai vraiment pas vu ce qui s'est passé, mais ça peut arriver.
Rupture, donc je ne sors pas. Injection de viscoélastique pour tamponner le vitré. Alors vous pouvez aussi, donc là je sors ma main droite, mon phaco, et je voulais savoir s'il y avait du vitré. Donc vous pouvez mettre du Kenacort, ça va vous colorer votre vitré et ça va vous permettre de le visualiser, de bien le visualiser. Et ça va vous permettre de faire un bon nettoyage de chambre antérieure. J'aime bien faire une autre voie d'abord pour pouvoir passer sous le Rexis. Donc là, toujours pareil, là je suis en mode IA coupe. Hein, c'est pour bien vous montrer que j'aspire la masse et que je la coupe. Et à un moment donné, si vous avez du vitré, vous passez en mode coupe IA. Là, je suis en mode coupe IA. J'estime qu'il y a du vitré dans cet endroit-là. Donc, et là, je repasse en IA coupe, puisqu'il n'y a plus de vitré, il n'y a qu'une masse. Alors, vous pouvez faire à la Charleux aussi pour les masses résiduelles. Vous vérifiez votre plan capsulaire et vous implantez. On peut passer l'implantation, puisque Pascal Roseau va en parler après. Donc, je pense que je peux passer. Voilà. Alors, implantation en cas de rupture, donc je n'en parlerai pas. Donc après la rupture, très important, c'est pas fini. Une fois que vous avez géré votre rupture, il faut essayer de détailler votre compte-rendu opératoire en insistant sur la qualité de la gestion plus que la cause de la rupture. La cause de la rupture, en fait, peu importe. On ne va pas vous demander pourquoi vous avez une rupture. On va vous dire qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez une rupture, ok, ça arrive à tout le monde. Qu'avez-vous fait pour la gérer? Est-ce que le patient a eu le maximum de chance? Est-ce que vous l'avez bien géré? Vous prévenez le patient, vous n'êtes pas obligé de tout expliquer, que le noyau est tombé au fond, que l'implant est au fond, vous n'êtes pas obligé, mais simplement vous dites qu'il y a eu un petit problème et vous adressez très très rapidement un rétinologue. Au moindre doute, sauf si vous avez vraiment tout géré, mais vous adressez un rétinologue. C'est très important puisqu'en fait, la rupture a une forte implication médico-légale. Le patient s'attend à avoir 10 dixièmes P2 le lendemain et puis se retrouve avec un noyau au fond. Souvent, ça pose des problèmes. Et le patient peut porter plainte, etc. Et on vous embêtera surtout si vous avez une mauvaise gestion. On ne vous embêtera pas sur la cause de la rupture, mais sur la mauvaise gestion de la rupture. Voilà, merci. Bien, merci Stanislas pour cette belle présentation. Comme tu l'as dit, quand on découvre une rupture, la première chose à faire, c'est de prendre son temps pour essayer d'analyser la situation. Pas de précipitation. D'abord, ne pas aggraver la situation. Comme tu l'as dit, effectivement, du visqueux, si la rupture n'est pas trop importante, avec un visqueux dispersif, on peut arriver à boucher le trou, empêcher que le vitré ne revienne et à continuer notre intervention tranquillement, quitte à pouvoir implanter, Pascal nous le dira après, dans le sac éventuellement. Et puis, par contre, si on a une énorme rupture d'emblée et que l'on voit que tout va tomber, peut-être que parfois, il est mieux de s'arrêter et de confier à un rétinologue, comme tu l'as dit, parce que lui, en vitrectomie postérieure, il aura des moyens de pouvoir enlever plus facilement ce cortex et les masses résiduelles, tout en préservant un rexis antérieur qui sera très utile par la suite. Donc, la vitrectomie antérieure, et tu l'as précisé, il vaut mieux la faire à sec, entre guillemets, au départ. Il ne faut surtout pas rentrer avec nos vitréotomes antérieurs une grosse infusion, parce qu'on va aggraver le phénomène avec une hydrolyse du vitré qui va revenir dans le sac. Mais effectivement, c'est juste pour finir les choses propres et confier un patient sans capturer rien dans une incision, sans vitrer dans l'incision, pour que le travail soit facilité par des gens qui vont pouvoir accéder en segment postérieur plus facilement que ce qu'on peut faire en segment antérieur. Voilà, Pascal, ça te permet de rebondir là-dessus. Oui, il faut conserver un sulcus, un sac, si le... Tout à fait. Tout à fait. Bon, écoute, avec cette description de conduite à tenir très précise de Stan, voyons effectivement maintenant l'implantation selon le statut capsulaire. Voilà. Alors, moi, je les ai séparés de façon un peu arbitraire, ces ruptures capsulaires, en ruptures primaires, localisées. Elles vont être centrales ou contraire plutôt périphériques ou étendues. Et enfin, vous avez des ruptures qui sont un peu plus étendues puisqu'elles peuvent se prolonger vers l'avant et s'étendre au rexis antérieur, bien entendu. Et enfin, dernier cas particulier, c'est lorsque la rupture est associée à une rupture zonulaire. Alors, les cas les plus simples, évidemment, c'est lorsque vous avez une rupture primaire qui est centrale. Ça peut arriver, vous allez le voir. À ce moment-là, on va pouvoir, en fait, voici une rupture personnelle, une petite poussée, clac, regardez au ralenti, dernier petit morceau de noyau, clac, clac, au ralenti, image par image, vous allez voir qu'il y a un petit aller-retour supplémentaire, ça a poussé un petit peu. Voilà, la rupture, la brèche est faite, on voit la brèche un petit peu décentrée vers le bas et en temporale.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on met très vite du viscoélastique. Heureusement, il n'y a pas de poussée. Sinon, effectivement, on aurait mis d'emblée le viscoélastique. Et là, situation simple, on va donc effectivement convertir cette ouverture en rexis postérieur. Voilà, on passe du visqueux également en arrière. On va essayer de soulever le lambeau. Votre pince habituelle à rexis. Il faut saisir le lambeau, sans qu'il y ait de vitré, bien entendu, être sûr qu'il n'y ait pas de vitré. Le fait d'avoir mis du visqueux évite justement l'issue vitréenne. Et, là, voilà. Et donc, à partir de là, on peut implanter dans le sac sans aucune difficulté en remettant du visqueux, évidemment. Alors là, avant, vous voyez qu'il reste les masses. Alors évidemment, ce qu'il faut, avant même d'implanter, il faut terminer le nettoyage cortical, qui peut se faire effectivement soit manuellement dans ce cas-là, soit instrumentalement, en sachant que si vous êtes instrumental, vous devez bien sûr impérativement baisser la perfusion. Donc ce nettoyage doit être soigneux et à partir de là, voilà un implant préchargé. On n'hésite pas à élargir légèrement. Il ne s'agit pas de faire une prouesse à 2,0, il vaut mieux être à 2,2, 2,3 sans difficulté. Et lorsque vous implantez, bien entendu, vous allez vous mettre en intercapsulaire. Et vous voyez qu'on peut le faire directement. On prend son temps. On prend un implant qui s'ouvre pas trop brutalement, donc plutôt un hydrophobe. Voilà. Un déploiement qui n'est pas explosif et vous allez pouvoir effectivement mettre l'épaule de l'implant de chaque haptique dans le sac. Et là, l'aspiration du visqueux, ensuite, souvent, ne se fait qu'en avant et pas en arrière, parce que ça n'a pas gros intérêt. Alors, si ça va trop loin, alors là, la solution, c'est de mettre un implant, évidemment, 3 pièces dans le sulcus ciliaire, bien entendu, si tant est que votre rexis antérieur est intact. Alors, de même que si vous avez un rexis postérieur qui n'est pas possible à faire, vous pouvez très bien, lors de la tentative du rexis, ne pas aboutir, aller trop loin en périphérie. À ce moment-là, on se trouve dans la même situation et on va également placer un implant 3 pièces dans le sulcus. Alors voici un cas. C'était une reprise en fait qui avait été, mais on peut la traiter comme une atteinte primaire. On fait de l'IA-coupe pour enlever tout ce qu'il faut. On resserre effectivement, voilà. Et là, on va mettre en fait dans le sulcus, la rupture est large, un implant 3 pièces. Alors faire très attention lorsqu'on le met, puisqu'il y a une rupture capsulaire. Il ne faut pas le mettre trop en arrière la première anse pour ne pas basculer évidemment. Et vous voyez ce petit geste pour plier l'anse plutôt que de le faire tourner. Voilà, on resserre la pupille avec un myotique et c'est terminé. Alors, il faut savoir que ces implants de sulcus ont même quelques complications que je vous ai listées là, je ne vais pas les reprendre toutes. Un classique qui est relativement rare, mais c'est le syndrome UGH. Et si vous avez des patients parfois qui arrivent avec un IFEMA récurrent quelques mois après un tel geste, pensez effectivement à une malposition de votre implant de sulcus. Alors, lorsque les ruptures primaires sont vraiment d'emblée étendues, très larges, et que le rexis est totalement inférieur, vous pouvez aussi, autre solution, mettre quand même un implant dans le sac. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, si j'ose dire, mais c'est parfois possible. Notamment si vous avez mis un implant premium sur le premier œil et que vous voulez mettre un implant premium sur le deuxième œil. Voici un cas. Celui-là, je vais vous le passer par manque de temps, mais enfin, c'est un implant qui a été mis dans le sac suite à, vous voyez, un Ozurdex qui était intracristallinien. La rupture était très large, évidemment, mais il s'agissait d'une anesthésie générale, le patient ne voulait ne pas être endormi, et donc on a réussi à mettre un implant dans le sac. Je passe cette vidéo car je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer ce qu'a présenté Stanley Chang à la dernière ESRS à Paris en 2019. Et lui dit, lorsque le rexis est impossible par voie antérieure, on va plutôt proposer une vitrectomie avec le vitrectome passé par voie postérieure, de faire une découpe circularisée de la capsule postérieure avec une pince à rexis distale pour pouvoir implanter dans le sac. Voici c'est son cas qu'il nous a présenté sur une belle vidéo que j'ai repris. Voilà, vous prenez une pince donc, à commande distale donc, qui passe par une petite incision. Donc il n'y a pas de poussée complémentaire, surtout si vous fait une vitrectomie par l'arrière. Car la vitrectomie par l'avant peut toujours donner le risque d'extension de la rupture capsulaire. Et on prend les pinces, on arrive effectivement à compléter en fait ces ouvertures qui sont au départ angulées. Vous arrivez à les arrondir de façon à restaurer et à retrouver un sulcus tel qu'en mettant un implant dedans, ça ne va pas se déchirer vers l'avant. Et l'implantation se fait dans le sac. Voilà. Donc, il a réussi à montrer ce genre de cas. Donc, dans quelques cas choisis, patient qui ne pousse pas, patient coopérant, anesthésie générale, ou si vous l'avez programmé, par exemple, sur une polaire postérieure, vous pouvez très bien aboutir quand même, malgré une rupture large, en mettant l'implant au bon endroit, car évidemment, si l'endroit de la rupture est très étendu sur 9 heures, vous n'allez pas vous mettre votre anse sur 9 heures, bien entendu. Alors,
Autre situation, donc c'est lorsque la rupture est secondaire à un rectus qui a filé. Alors évidemment, là, la vitrectomie antérieure a été faite impérativement. Je crois qu'il y a 2 grands cas de figure. Soit le rectus est peu large, vous pouvez mettre effectivement un implant 3 pièces dans le sulcus et les anses doivent être mis à 90 degrés de l'ouverture capsulaire. Si par contre le rectus est large, il vaut mieux assurer et mettre un implant à fixation irienne. Voici un exemple, voilà, ça c'est une rupture. On s'aperçoit qu'il y a une rupture en inférieur sur 6 heures, une petite rupture, relativement peu étendue. On va mettre un implant dans le sulcus quand même. Alors, regardez bien le geste, là c'est important. Au départ, on le met en chambre antérieure, très doucement. On ne va pas le mettre d'emblée, évidemment, surtout que la pupille, vous voyez, est peu dilatée, vidéo un peu ancienne. Et là, vous allez saisir avec le crochet de Lester l'anse sans rotation du tout. Il ne faut pas faire de rotation et vous allez mettre vos anses à 90 degrés de l'ouverture. Ce qui fait que vous évitez la rotation pour éviter la luxation, bien entendu. Car dans ce cas-là, rotation égale luxation. Voilà, et tout doucement, vous y allez en douceur et ça se met en place. Voilà, alors l'implant clippé, c'est dans le deuxième cas où vous avez par exemple une rupture large. On va voir la technique directement, je ne vais pas vous la décrire. Voilà, une large rupture de rectus. C'est une reprise chirurgicale également en pratique. Mais enfin, voilà, la vidéo, là, on peut la passer. Je pense qu'elle passe. Remarquez, ça y est. Non, ça va, ça passe, c'est bon. C'est un patient là qui avait, vous voyez, un 5-isis en plus, donc un bon nettoyage. On resserre, on enlève tout le vitré, on y a coupe, on y a pour enlever les masses et coupe au besoin. Voilà, donc on va passer l'optique de l'implant derrière, on va prendre l'eau, on change de main, en restant sur l'incision supérieure de 6 mm. On va passer l'implant derrière en écartant l'iris et ensuite on va effectivement implanter en relevant en fait l'optique pour faire une espèce de pression contre pression pour voir l'endroit où il faut effectivement incarcérer son anse. Voilà. Et on voit qu'en appuyant légèrement sur l'optique, celle-ci se met parfaitement en place. Autre solution, vous avez également certains qui préfèrent effectivement suturer un implant 3 pièces à l'iris. C'est une variante. Bon, je vous la présente pas, mais enfin c'est pas difficile. Là, on prend plutôt une aiguille à prolène courbe sur un prolène 10-0 ou 9-0 selon la préférence. Enfin, peu importe. Voilà. Et enfin, alors, lorsque la rupture est associée à une atteinte zonulaire, évidemment, dans ces cas-là, excusez-moi, je reviens, là, il faut faire une ablation du sac, une vitrectomie soigneuse, et il faut savoir que dès que vous voulez mettre pour l'atteinte zonulaire un anneau de tension capsulaire, surtout pas en cas de rupture capsulaire postérieure, sinon votre anneau va tomber et vous n'aurez aucun support de toute façon. Donc voici la dernière petite vidéo. C'était une reprise encore. Patient adressé. Donc la IA coupe, comme parfaitement montré Stan. Alors on s'aperçoit, vous allez voir qu'en temporal, il y a une large rupture. Voilà, il y a à peu près le tiers de la zonule qui est rompue. Donc à ces cas-là, on décide de, comme vous le voyez, j'utilise comme toi, Stan, le vitrotome. L'IA reste dehors, elle rentre un petit peu, on le sent. Ouais. On met un anneau, parce que la pupille n'est pas gentille avec nous non plus. Et là, en fait, voilà, on essaie de nettoyer le maximum de masse pour essayer d'enlever un peu de matériel, car c'est pas tout d'enlever le sac, il faut encore qu'il n'y ait pas trop de matériel dedans. On se dit encore, peut-être qu'on va pouvoir garder quelque chose, mais voilà. Et finalement, alors, le petit geste que j'aime bien faire, c'est l'espèce d'intracapsulaire en prenant la capsule à 180 degrés de l'incision, petit mouvement droite-gauche vers l'avant, vers vous. Vous nettoyez tout ça. Voilà, on enlève l'anneau de Malugine très facilement, puisque l'incision est plus que large, comme vous voyez. Et là, à nouveau, on va réimplanter, on va le voir, c'est tout à fait la dernière, je crois. Implantation d'implant de sulcus, de clippé. On resserre un peu, ça se resserre bien, comme vous voyez, la plupart du temps au myocole. Si c'est un peu difficile à resserrer, vous pouvez prendre la pince à rectus et mécaniquement resserrer un tout petit peu. On remet bien sûr du viscoélastique copieux en chambre antérieure. Voilà notre implant. À nouveau la technique. Implant donc convexité vers l'arrière, bien entendu. On va le mettre à 180 degrés et 0 degrés, les anses. Saisir évidemment à nouveau l'aptique avec la pince de Budo. Voilà. Le passer derrière l'iris sur la première anse. Relever légèrement pour le faire becquer au travers de l'iris, pour bien voir où se situe l'anse et la pince. On change de main. Là, souvent, je mets du crochet pour passer effectivement plus facilement, pour ne pas décrocher la partie qu'on a déjà accrochée. Et ensuite, relever également. Et on voit effectivement la forme de l'extrémité de l'implant. Voilà, clac. On cherche un petit peu et on finit comme ça. Voilà. Alors, il y a des complications. Parfois, les gens se plaignent d'iridodonésis. Il y a des petites ovalisations pupillaires, surtout si on n'est pas trop clippé, trop en périphérie. Souvent, c'est quand on a clippé trop près du sphincter. Des dispersions pigmentaires sont relativement rares. Je n'en ai jamais rencontré vraiment.
Des lâchages lents, ça existe par contre, qui souvent sont liés à des contusions oculaires, même parfois peu importantes si le tissu n'a pas été enclavé. Luxation totale, j'en ai vu qu'une seule en pratique sur une luxation sévère. Et il faut savoir donc les relever. Les astigmatismes sont plus importants. Votre incision fait 6 mm ou 6 mm et demi. Le reste, perdentélial, ne sont pas spécifiques vraiment. Voilà, si vous me laissez quelques secondes encore, voilà comment refixer une anse. Donc là, l'anse, imaginez que le patient est allongé, l'implant est en position verticale de la cornée vers l'arrière. Et en fait, on va appuyer sur le globe, c'est un globe vitrectomisé bien entendu, pour aller chercher avec le crochet en dessous de l'implant pour le relever et ensuite le luxer en chambre antérieure et le reclipper. Alors, c'est un petit peu acrobatique lorsque la pupille n'est... C'est pas facile parce que si vous dilatez trop votre pupille, il faudra la resserrer pour reclipper. Donc ça demande des manœuvres pharmacologiques plus ou moins importantes. Là, vous prenez ce que vous pouvez. Je reprends la pince de Budo. Je suis en dessous avec mon crochet de Lester. Et là, on va ensuite reclipper tout simplement et ça prend quelques secondes. Voilà. Voilà, donc en conclusion, rupture primaire localisée, c'est le rexis postérieur avec un implant dans le monobloc dans le sac. Si c'est périphérique très étendu, c'est plutôt dans le sulcus, rarement dans le sac si vous êtes sûr de vous. Lorsqu'il y a l'ouverture du rexis antérieur, ce sera soit l'implant de sulcus, soit l'implant clippé. Et lorsque une rupture zonulaire associée est étendue, c'est clippé, bien entendu. Et vous voyez que j'ai aucun moment parlé d'implant de chambre antérieure. Ça peut être un débat entre nous. Je n'en utilise plus depuis maintenant une quinzaine d'années. Voilà, je vous remercie. Merci Pascal pour toutes ces précisions. Je pense qu'on a vu un petit peu maintenant toutes les conduites à tenir et de manière très très claire. On pourrait peut-être ajouter un petit mot sur le traitement médical, notamment dans la gestion en un temps de cette chirurgie, puisqu'on laisse quand même du visqueux en chambre antérieure. Il est toujours difficile de bien nettoyer. Donc la prévention d'hypertonie avec du Diamox pour éviter les douleurs. Et puis ne pas hésiter à l'injection d'antibiotiques, même si on a une rupture de capsule pour prévenir l'endophtalmie. Je crois qu'aujourd'hui c'est un consensus. Même en cas de rupture, on injecte notre céfuroxime. Et je rajouterais juste une chose, il faut savoir ne pas implanter aussi. Tu es d'accord, hein, je pense. Finalement, ça ne pose pas de problème si vous n'implantez pas. Si vous avez un doute, vous n'avez pas le bon implant, vous n'implantez pas, vous le dites au patient, ça ne pose aucun problème, on implante dans un deuxième temps. Je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Bon, c'est vrai que psychologiquement, c'est toujours plus difficile pour un patient âgé qui vient de loin de revenir au bloc opératoire. Donc c'est pour ça que dans la mesure du possible, on essaie de réimplanter, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Si la cornée devient trop trouble, un antélium trop fragile, on ne voit pas trop ce qu'on fait, on ne sait plus où on en est, tu as raison, il vaut mieux s'arrêter. Entièrement d'accord. Oui, une chirurgie en 2 temps est souvent plus safe pour la cornée, hein, et le patient le comprendra bien. Mais écoutez, merci à tout le monde pour cette belle présentation.